Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président de la République a nommé M. Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous sommes là pour les Français et c'est pourquoi nous allons travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Cette phrase est de Pascal, elle résume ce qu'est la démocratie et la République. Police et justice sont dans la même barque. Il faut qu'on s'y mette ensemble. Bravo à Maxime qui fait toujours de très bons jingles. Notre réalisateur Gérald Darmanin et Bruno Retailleau à la justice et à l'intérieur affichent une entente solide, mais leur trajectoire personnelle pourrait transformer cette coopération en rivalité. Leur tandem tiendra-t-il jusqu'en 2027? Alors parlons vrai. Est-ce que vous croyez à un destin de présidentiel pour Darmanin ou Retailleau? Est-ce que depuis son arrivée place Vendôme, Darmanin n'a pas déjà mis Retailleau sur la touche en communiquant en permanence? Et à cette question, le duo Darmanin-Retailleau va-t-il résister à leurs ambitions présidentielles? Vous dites non à 84% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Luc Gras, politologue et auteur de l'ouvrage La démocratie en péril. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir Philippe. Et on va faire un tour de table des vraies voix avant de vous donner la parole. Philippe Bilger, vous pensez que le duo va résister ou pas? Il va résister peut-être par rapport au présidentiel, parce qu'il n'est pas du tout certain que Bruno Retailleau, en 2027, ait envie de se présenter, pas davantage d'ailleurs que Gérald Darmanin. Donc, on a un ministre de l'Intérieur, l'ordre. On a un garde des Sceaux qui cite Pascal, déjà on ne peut qu'être heureux. Deuxième observation... vous êtes donc heureux qu'il cite votre femme? Plus sérieusement, et là, j'attends avec impatience que Luc Gras donne son point de vue. Peut-être, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'excellence d'un couple régalien, peut-être que les difficultés viendront précisément du fait que tous les deux sont très accordés sur le plan de la sécurité et de la rigueur régalienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourra peut-être concevoir que l'un trouve que l'autre est de trop dans cet espace enfin cohérent, intellectuel, politique et régalien. Et là-dessus, Luc Gras nous donnera ses lumières, toujours quasiment incontestables. Françoise Deloy. Moi, j'aime le monde merveilleux dans lequel vit Philippe Bilger, qui pense que tout cela va aller tranquillement jusqu'à la présidentielle de 2027. Moi, je pense qu'aucun des deux ne jouera la partie de la présidentielle 2027. Ah, aucun des deux, carrément. Aucun des deux. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? Il y a évidemment Mélenchon et Marine Le Pen. Vous avez bien compris, parce que je veux dire, on peut se surexciter, trouver qu'ils sont formidables, qu'ils sont sur la même ligne. Vous avez oublié le troisième personnage. Je pense que vous enterrez trop vite Manuel Valls. Manuel Valls, qui va faire de son ministère des Outre-mer une véritable annexe de la place Beauvau, une véritable annexe pour passer l'ensemble de ses messages. Donc, je vous le redis, là, vous ne voyez rien, parce qu'il n'y a que Gérald Darmanin qui n'est pas en vacances. Vous allez voir, quand Bruno Retailleau va rentrer, quand Manuel Valls va rentrer en action, ça va être la guerre des matinales. Ça va être en fait le ministère de la parole, parce que tout le monde semble oublier qu'il faut un budget, on a un budget à boucler, et qu'aucun de ces ministères n'aura d'augmentation budgétaire. Donc, ce sera une déception à la fin, et moi je vous le dis, d'abord, ce gouvernement ne tiendra tiendra moins que Michel Barnier, et je vous le dis vraiment, malheureusement, pour nous tous, au bout du couloir, il y a Mélenchon-Le Pen, donc Le Pen. Mickaël Sadoun. Déjà, moi, sur le fond, je pense qu'ils sont pas exactement en accord comme on le dit. Gérald Darmanin est plus sur une ligne, et c'est pas une critique dans ma bouche, mais plus proche des francs-maçons, je dirais, voilà, sur la conception de la sécurité, de l'état de droit, de la laïcité, etc. Alors que Retailleau tire plus du côté d'une droite proche de l'identité chrétienne de la France. Ses déclarations sur la remise en cause de l'état de droit ou la modification de l'état de droit, à mon avis, ne le met pas en cohérence totale avec ce que disait Gérald Darmanin sur le sujet. Donc je pense que déjà sur le fond, ils ne sont pas exactement en accord, donc il pourrait y avoir quelques petits points de tension. Ensuite, évidemment, moi je pense que leurs ambitions vont totalement se heurter et qu'ils ont l'intention de se présenter en 2027 l'un comme l'autre. Retailleau s'est un peu plus découvert sur le tard, alors que Gérald Darmanin a préparé cette candidature, je pense, depuis longtemps, et elle est d'ailleurs très crédible parce qu'il est passé au budget, à l'intérieur et maintenant à la justice. Ça fait quand même un sacré CV. Pour le coup, je pense que Manuel Valls pèsera moins dans la balance. J'ai beaucoup d'estime pour ce personnage politique, mais
sincèrement, il est encore perçu comme la risée d'une majorité de Français. Je ne parlais pas de présidentielle, je parle du bruit qu'ils vont faire. Et du ministère de la parole qu'ils vont faire pendant un mois. Ça va être absolument infernal. Et à la fin, c'est une déception obligatoire. Et moi, je le redis, je suis peut-être tel Cassandre, j'espère pas, j'espère même me tromper totalement. Mais au bout du couloir, c'est Marine Le Pen. Je pense, moi, que les regards vont quand même se tourner majoritairement vers Gérald Darmanin parce que les Français ne voient pas le problème dans la police, parce qu'ils considèrent qu'elle est efficace et qu'elle fait son travail, mais ils considèrent que la justice maintenant est le nœud du problème. Donc je pense que Bruno Retailleau aura une charge plus facile et il se déchargera systématiquement sur Gérald Darmanin. Luc Gras, pour faire le juge de paix sur les avis nombreux et variés des vraies voix. Bon, plein de choses intéressantes ont été présentées. Le fait qu'il y ait deux personnalités, regardez dans les vraies voix, vous avez Madame Degois, Monsieur Bilger, et ça cohabite très bien. Oui, bien sûr. On peut espérer que pour le pays, les choses se passent ainsi. Bon, sur le fond, plus sérieusement, ils n'ont pas la même personnalité, ça a été très bien dit par Michael, ils n'ont pas la même personnalité. Il y en a un, il incarne véritablement la France traditionnelle de droite, aussi bien dans la sphère économique que dans la sphère sociale et bien sûr régalienne. Donc ça, c'est Bruno Retailleau. Pour qu'il puisse avancer plus loin, il faudrait qu'il mette un peu d'humanité dans son christianisme pour qu'il puisse montrer aux Français qu'il a quand même un côté pas trop rigoriste. Voilà. Quant à M. Darmanin, c'est précisément le contraire. Lui, on voit bien qu'il a quand même une certaine flexibilité. On le voit en politique. Il a rejoint Macron après avoir été Sarkozy et puis Chirac dans sa jeunesse et même M. Bertrand. Donc lui, il est beaucoup plus politique. Donc c'est pas la même personnalité. Deuxième point, sur le fond, évidemment, ils ont la même façon de faire la politique actuellement. Et puis sur le fond, ils sont même d'accord. Narcotrafic, peine lourde, immédiate, pour les petites peines, peine forte, essayer tout de suite d'arrêter la délinquance. Mais enfin, il y a aussi un autre sujet qui a peu été abordé, c'est la fidélité politique. Et ça jouera, parce que l'un a quand même quitté sa famille politique pour rejoindre Emmanuel Macron, tandis que M. Retailleau a vraiment été le gardien du temple ou de l'Église, en l'occurrence, il a vraiment été toujours dans une loyauté, une fidélité aux responsables successifs de RPR, UMP. Avant, il était villiériste. Il était villiériste. Ouais. Bon, au total, on a deux personnalités, mais ce qui est important dans tout ça, c'est ce qu'a dit notamment Françoise, c'est que évidemment, il est inscrit dans le marbre qu'on va vers une bagarre Le Pen. Mélenchon, car ils vont censurer une deuxième fois le gouvernement. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas, puisqu'on n'a pas réussi à élargir le socle socialiste. Non, puis surtout, on va vers ça. Je rappelle à Françoise que lorsque c'est écrit, en France, les élections présidentielles ne se passent jamais comme c'est prévu. Donc, parfois si malheureusement, parfois si. Tous ceux qui ne sont pas Le Pen et Mélenchon sont suffisamment vigilants et alertés par rapport à ce que vient de dire Françoise Degois, eh bien, ils peuvent encore réagir pour peut-être que la finale ne soit pas Le Pen, Mélenchon. Et dans ce contexte-là, ces deux ministres de l'Intérieur, rajoutons Valls bien sûr, ces deux ministres de l'Intérieur ont peut-être une carte à jouer, en tout cas pour s'opposer aux deux finalistes probables. Vous croyez que tant Retailleau que Darmanin n'iront pas au second tour de la présidentielle, voire même à la présidentielle tout court, ou le contraire? Venez nous dire, le dire au 0826 300 300. Je voudrais juste dire d'abord que parfois ça se passe comme on pense que ça va se passer, malheureusement. Par ailleurs, il faut être complètement naïf pour essayer d'élaborer quoi que ce soit d'impact sur l'opinion de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau, quel que soit le job que fait Bruno Retailleau. Ils sont très très loin dans les sondages, ils sont très très loin dans leur impact des Français. Je parle même pas de Manuel Valls. Si demain nous avons une présidentielle anticipée, et Luc, honnêtement, vous savez très bien, je sais bien que vous n'avez pas envie, et moi non plus, vous savez très bien que la machine infernale, elle est remontée. Vous savez très bien qu'en plus de ça, la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy a accéléré la chose pour Marine Le Pen, qui a une date butoir le 31 mars. Donc pourquoi est-ce que tout le monde fait semblant de penser que, et par ailleurs, si le
gouvernement ne voulait pas être censuré, il fallait donner des gages au PS. Ils ne l'ont pas fait. La clé de la censure, c'est le PS. Rien n'est fait pour que le PS ne censure pas. Philippe Bilger. Je me demande, Luc, si votre vision tout de même très pessimiste de l'avenir de la France est exacte. Marine Le Pen, on sait déjà bien avant qu'elle serait au second tour. Donc ça n'est pas très nouveau. Ensuite, pourquoi prendre comme une donnée acquise le fait que le gouvernement de François Bayrou ne durera pas? On n'en sait rien en réalité. Et on n'est pas certain de cela. Et ensuite, Mélenchon, certes, il fait tout ce qu'il peut, mais il a beaucoup d'ennemis dans son propre camp. On n'est pas du tout assuré que ses désirs seront satisfaits par la réalité politique. Je me demande si au fond vous ne négligez pas, ceci dit très modestement, la part de l'imprévisible. Vous l'avez un peu dit d'ailleurs, Luc, qui nous surprend à chaque fois. Luc Gras, et on part au 0826 300 300. J'aime être d'accord avec Philippe Bilger, mais là je serais plutôt d'accord avec Françoise. Normalement, les choses sont inscrites parce que c'est Marine Le Pen qui choisit ou pas la censure à partir du moment où effectivement ça n'a pas été élargi, la majorité, enfin le socle commun n'a pas été élargi aux socialistes, et donc on ne voit pas pourquoi ce qui a été vrai hier ne le serait pas demain. Et donc Marine Le Pen aura tout intérêt à censurer à nouveau avec le nouveau Front Populaire, les socialistes étant coincés. Ceci dit, bien sûr qu'il y a une part d'imprévisibilité en politique. Bien sûr, on ne peut jamais dire jamais en politique, c'est vrai. Mais normalement, en toute logique, si Marine Le Pen reste sur sa stratégie d'anticipation de l'élection présidentielle, eh bien, normalement, il devrait y avoir une prochaine censure. Et je ne vois pas les éléments que François Bayrou, qui est vraiment le maître du ministère de la parole, pour l'instant, même si la parole peut être tout à fait quelque chose de fort intéressant, cher Philippe, eh bien, pour l'instant, je ne vois pas dans le positionnement de François Bayrou ce qui changera ou changerait par rapport à Michel Barnier. La position des socialistes ne peut pas changer. Tout le monde a tendu la main, il ferme la porte sur les retraites, il ferme la porte sur tout. Ou alors il arrive dans le 20h et il dit c'est super, ok, finalement je gèle la réforme des retraites. Juste sur Mélenchon, je réponds à Philippe. Très court. Mélenchon, il a beaucoup d'ennemis. Je connais le principe, la mécanique d'une présidentielle, vous la connaissez comme moi. Si vous commencez à enclencher le vote utile avec le grand ennemi Le Pen, vous allez voir. Moi, en plus, c'est pour poser une question à Françoise, mais est-ce que tu ne penses pas que voyant le match inéluctable Mélenchon-Le Pen arriver, les socialistes ou les écologistes même ne pourront pas se dédire et ne pas voter la censure? Mais c'est pas possible de pas voter la censure. Enfin, ce gouvernement est une provocation. On a passé un mois. Mais écoutez, on a passé un mois à aller négocier. On demande pas des choses extraordinaires. On demande de revoir la réforme des retraites, une grande conférence sociale sur les salaires. François Bayrou ferme la porte à tout. Non, il a dit revoir la réforme des retraites. Écoute, Michael, tu l'as entendu sur BFM. Mais je l'ai entendu. Suspends-la. Ne dis pas on négocie, on verra après. Mais arrêtez votre cinéma. Non, mais t'as vu les problèmes de finances publiques qu'on a? Si tu suspends maintenant la réforme des retraites, c'est très difficile. Les socialistes, évidemment, censureront si Bayrou et Macron ne feront pas le geste qu'il faut faire. C'est évident. On part au 0826. Mais je sais mieux que toi, ça, quand même. Écoute, François, on part au... Je sais mieux que toi ce que vont faire les socialistes. Oui, mais François, tu t'es trompé souvent. S'il vous plaît. Et quand je me suis Françoise, on part. Les messages des socialistes ont parfois été contradictoires. Françoise, s'il vous plaît. J'avais dit qu'on partait au 0826 300 300. Vous avez demandé la parole, mais 10 cours, et vous l'avez gardé longtemps. Ah bah eux aussi, ils exagèrent eux aussi. Cédric de Béziers, notre auditeur du jour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va partir à l'affrontement entre Retailleau et Darmanin ou pas? Ou est-ce que ça va faire comme disait un ancien président? Non, je pense que ça fera pchit parce que aujourd'hui, on sait ce que ça a fait. On sait que Darmanin, c'est du Macron. On sait que Retailleau, malgré tout, alors que j'ai parlé, je crois, il y a 3 semaines ou un mois avec André Berkoff, et j'avais dit que j'étais pour parce que c'est quelqu'un qui a une certaine étoffe. Mais on changera pas les Français, ça changera pas les problèmes tant que ces gens-là, en fait, ne diront pas les choses réellement et feront des cachots
cachotterie et penseront qu'à leur petite personne et être assis sur le trône, on n'avancera pas. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on puisse nous mettre du pouvoir d'achat dans nos portefeuilles et que les 30 derniers jours du mois, qu'on n'a pas pendu. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout le monde pense à sa petite personne et personne ne pense à nous. Moi, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je voterai pour celui qui me dira demain, tu vas avoir à manger dans ton assiette et quand tu ouvriras le frigo le 15 du mois, tu seras pas pendu et tu pourras pas sauter un repas pour faire manger tes enfants. Moi, c'est ça que je veux aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est pendu parce que il y a des gens qui font de la tambouille et qui font du grand n'importe quoi, qui dépensent des sommes astronomiques en pensant qu'en fait, c'est pas grave, les Français ils vont payer, les Français ils vont avoir des impôts, on va leur augmenter les impôts parce que c'est comme ça. Donc moi aujourd'hui, je ne veux pas de ça et surtout pas de Mademoiselle Valls. J'ai entendu parler Françoise Bois tout à l'heure. Ah mais non, et moi non plus j'en veux pas, rassurez-vous. Quelle horreur, c'est un cauchemar. Monsieur Valls, il a été viré, il a essayé de faire une pseudo-élection. Je suis à côté, je suis à côté de Barcelone. Il a essayé de rentrer en Catalogne et il a été viré à coup de pompe dans le cul parce qu'en fait, ils n'en voulaient pas. Donc c'est pas à nous à le reprendre. D'ailleurs, je comprends même pas ce qu'il fait dans ce gouvernement. Alors Cédric, on va faire réagir Luc Gras et ensuite je crois que Philippe Bilger et Mickaël Sadou veulent la parole. Luc Gras. Non, mais moi je voulais revenir plutôt sur la problématique justice intérieure, parce que celle-ci, elle est intéressante également. Sur la problématique, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Darmanin va se positionner. Chacun sait que le budget de la justice en France, il est médiocre. Il se situe à peu près dans la moyenne européenne. Il y a 2 fois moins de moyens qu'en Allemagne, par exemple. 50% de moins qu'en Italie. Et donc, comment Gérald Darmanin, qui a l'habitude, en bon politique, de défendre ses administrés, comment il va se positionner? C'est intéressant. Il faut arrêter de dire tout le temps que nos juges sont pas bons, etc. Ils ont aussi des conditions de travail qui sont vraiment pas favorables. Et donc, par rapport à ça, ce sera intéressant de voir si, intelligemment, Darmanin va relayer cette nécessité de moderniser notre justice, et si Retailleau va pouvoir l'entendre et qu'ils vont pouvoir travailler un peu main dans la main. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt, tous les deux, à se faire, non pas de tirer dans les pattes, mais à se faire à la courte échelle. Compte tenu de la situation de la droite en France, s'ils veulent exister un peu demain, pour l'instant, ils ont un intérêt commun à montrer aux Français qu'ils se saisissent des problèmes. Mais ce que dit Luc est évident. Moi, ce que j'espère de Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux, c'est que on quittera le domaine du constat que tout le monde a toujours fait pour aller vers celui de l'action. Pardon pour cette efficacité que je réclame, mais c'est la seule singularité que peut avoir Gérald Darmanin. Ce qui est intéressant dans ce que dit Cédric, c'est vachement passionnant et ça reboucle avec ce qu'il a dit sur Trump d'ailleurs. C'est véritablement qu'il y a nos préoccupations, effectivement, d'éditorialistes et de commentateurs qui tournent toujours autour de la sécurité, de la justice, de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est ce qui imprègne ce gouvernement. Alors ça, c'est une vraie... Je ne dis pas du tout que ça préoccupe pas les Français, mais la réalité des Français, c'est quand même la question du pouvoir d'achat. C'est quand même la distribution des richesses. C'est quand même une meilleure distribution des richesses. Donc, mais il faut que les gens, même si ces préoccupations sont très terre-à-terre, économiques, je les comprends largement, mais le jeu politique est très utile à comprendre quand même quand on a ces problématiques à cœur, parce que tous les hommes politiques, Cédric, vont vous proposer de remplir votre frigo. Mais simplement, ils vont tous lui proposer, mais ils ont des méthodes différentes. Des carabistouilles. Non, mais ne croyez pas à ça. Je vous assure, les hommes politiques ont une sincérité. Simplement, ils ont des corpus idéologiques différents. Ils veulent tous remplir votre frigo. Simplement, il y en a qui vont remplir votre frigo en baissant vos impôts. Il y en a d'autres qui vont remplir votre frigo en prenant aux riches, en effet, et en faisant plus de redistribution. Voilà. Donc, il faut aussi s'intéresser aux jeux politiques. Et je vous assure que tous les hommes politiques ne sont pas des pourris et que c'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Merci. Le mot de la fin. Depuis ces 20 dernières années, alors dans ces cas-là, on a pourri notre pays. Là, j'aimerais bien sûr, mais là, c'est bien sûr. Les 20 dernières années, j'étais prêt à poser ma carte d'électeur et de dire c'est fini, je ne vote plus. Mais je vous comprends. Allez, la prochaine élection, je vais voter et rien n'a changé. Rien n'a changé. Sarkozy, il y a eu des choses concernant l'Europe. On a été contre. Ils
en ont rien eu à faire. Ah, ça, c'est 2005. Mais il a été élu. On se Ah, mais c'est la fracture de 2005. On va dans la rue avec des drapeaux français disant qu'en fait on est français, on veut arriver à s'en sortir et tout ça. On nous met les flics sur la tronche. Je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter. Vous savez qu'il y en a qui ont eu la tête coupée en 1792 pour avoir envoyé. Ça n'a pas été toujours une réussite, la terreur. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Non, mais on a gagné la démocratie quand même. Cédric, je comprends, Cédric, votre demande de souveraineté. Mais il faut aussi comprendre que cette souveraineté, parfois, elle s'exprime pas de la meilleure des manières. Vous avez raison de dire que les gens ont élu Sarkozy. Moi, je suis pas contre Sarkozy, mais ils ont élu Sarkozy, il se trouve, après avoir dit non à la réforme constitutionnelle européenne en 2005. Mais c'est aussi la responsabilité du peuple que de s'informer sur les programmes et de dire qu'il y a des incohérences parfois dans leur vote. Merci beaucoup Luc Gras, politologue et auteur de l'ouvrage La démocratie ou en péril, viendra en parler bien évidemment dans Les Vraies Voix. Alors Cédric, on vous a prévenu, c'est un qui c'est qui l'a dit de compétition, vous êtes prêts ? Ah, il a l'air prêt ce Cédric. Eh bien juste après une courte pause, on va le faire en votre compagnie. Allez, c'est parti.